Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission La vie rêvée des femmes sur Jade FM avec Sophie et Véro. Bonjour Sophie. Bonjour Véro, ravie de te retrouver pour cette nouvelle émission. Moi aussi. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, comme chaque mois. Nous avons avec nous une deuxième Sophie qui, elle, a décidé de faire de sa vie un grand voyage. Elle voyage à travers le monde avec des temps de travail et des temps de découverte. Bonjour Sophie. Bonjour Véro. Bonjour Sophie, bienvenue parmi nous. Bonjour Sophie. Pour démarrer, pourrais-tu tout d'abord te présenter Sophie ? Donc je m'appelle Sophie, j'ai 29 ans et puis je voyage. Et quel métier exerces-tu ? Alors je suis infirmière. C'est pas forcément quelque chose que je dis quand on me demande de me présenter parce que j'ai pas envie de me définir par mon métier, même si c'est un métier que j'aime énormément. Je trouve ça dommage de définir quelqu'un par son travail. Tout à fait. Et alors du coup, ce métier d'infirmière, c'est ce métier d'infirmière qui te permet de voyager à travers le monde. Oui, c'est quand même grâce à ce choix de travail que je peux partir. C'est un métier dont on a besoin malheureusement partout. Et à partir du moment où la langue de l'endroit où je vais est le français, c'est facile pour moi de pouvoir exercer mon métier et de trouver sans grande difficulté. Oui, donc tu travailles essentiellement dans les dom-toms, c'est ça ? Oui, c'est ça, dans les dom-toms où il n'y a pas besoin d'équivalence de diplôme, où donc la langue parlée est principalement le français. Donc la première fois, tu étais partie où alors du coup ? Je suis partie à 22 ans en Nouvelle-Calédonie pour la première fois. Et puis j'ai travaillé également en Guyane, à La Réunion. Je suis repartie en Nouvelle-Calédonie. Et à quel âge est-ce que tu as ressenti cette envie de voyager ? Alors je dis envie, mais est-ce que même tu ressens ça comme un besoin ? Je pense que c'est autant une envie qu'un besoin, dans le sens où j'ai besoin d'assouvir mon envie constante de découverte. Je dirais que j'étais assez jeune quand j'ai imaginé que le voyage devait être quelque chose d'assez extraordinaire, mais je pensais pas forcément en être capable non plus. C'était plus un rêve qui semblait assez inatteignable. Et du coup, tu t'es lancée comme ça, un peu du jour au lendemain, quand tu as eu le sentiment que c'était le bon moment pour prendre cette décision ? Oui et non. Alors la première fois, pour la Nouvelle-Calédonie, j'ai pris ma décision très longtemps, enfin plusieurs mois avant de partir. J'ai des amis qui y sont allés un petit peu avant moi et qui m'ont vraiment motivée et montré que c'était à portée de main, en fait. Et on peut imaginer que tu es peut-être mieux rémunérée dans les dom-toms qu'en France. Alors oui et non. Certains endroits, certains établissements proposent des primes de vie chère. Mais effectivement, la vie est quand même beaucoup plus chère qu'en France métropolitaine. Donc, c'est assez proportionnel finalement. Et tu arrives quand même à économiser pendant tes voyages Alors voilà. oui, sur les périodes de travail, oui, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et quand j'économise, j'ai toujours un objectif de voyage sans travail derrière. Et le fait d'avoir cet objectif de mettre ce but-là, ça ne devient pas une contrainte pour moi de réussir à mettre assez facilement des sous de côté pour me dire ça va être pour passer, comme je l'ai fait l'année dernière par exemple, passer 3 semaines en Nouvelle-Zélande et 2 semaines en Australie. Et pour tes employeurs, c'est pas trop difficile de te voir arriver et repartir ? Si, évidemment, malheureusement, les employeurs cherchent toujours à avoir du personnel sur du long terme. Après, je pense qu'on est une génération d'infirmiers et d'infirmières, de soignants d'une manière générale, qui bouge de plus en plus et les employeurs n'ont finalement pas le choix de devoir faire avec. Donc là, tu passes des périodes assez longues dans les dom-toms, mais tu voyages également en dehors de la France ? Ça t'arrive ? Oui, régulièrement. Disons que quand j'en ai la possibilité, on sait qu'il y a eu quelques années de Covid qui nous ont empêchés de passer des frontières, bien sûr. Mais hormis ça, dès que j'ai la possibilité de voyager
aux alentours des endroits où je suis, j'essaye d'en profiter un maximum. Quand je le disais, j'ai été en Nouvelle-Zélande, en Australie. Autour de la Réunion, j'ai été à Mayotte, qui reste un département d'outre-mer, à Maurice, Rodrigue, à Madagascar. Et là, je reviens de 5 mois en Amérique centrale. Quel pays d'Amérique centrale as-tu fait? Alors, j'ai commencé par le Mexique et dans les pays que j'ai visités, donc le Mexique, ensuite le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama. Et donc en passant d'un pays à un autre, j'ai également traversé le Belize et le Honduras. Et tu voyageais seule? Et je voyageais seule, tout à fait. Après, voyager seule, c'est un bien grand mot. Je suis partie seule, mais quand on voyage en backpack, donc en sac à dos, en itinérance, on va dans des auberges de jeunesse et on rencontre énormément de monde. Le fait de partir seul, de voyager seul, amplifie aussi les possibilités de rencontre. Et donc, j'ai passé plusieurs périodes de ce voyage-là à voyager avec du monde que j'avais rencontré sur la route, quoi. Est-ce que tu as rencontré des Françaises comme toi, à peu près du même âge, hein? J'imagine, oui, et sûrement d'autres jeunes de provenance différente, mais des Françaises, tu en as rencontré? Bien sûr, j'en ai rencontré plusieurs même. On est une nationalité qui voyage. On l'a tous remarqué parmi les gens que j'ai rencontrés. Les 3 nationalités qu'on rencontrait le plus souvent étaient les Allemands, les Hollandais et les Français, à voyager seuls, principalement. Et donc forcément des hommes, des femmes. Et quelque chose qu'on ignore, c'est que les femmes, statistiquement, les femmes sont plus nombreuses à voyager seules que les hommes. Et sur place, tu travaillais pas du tout. Tu n'as pas eu l'occasion d'exercer ton métier d'infirmière ou autre chose. Alors, en tant qu'infirmière, non. Mon espagnol n'est malheureusement absolument pas suffisant pour travailler comme infirmière. Mais j'ai fait un volontariat dans une auberge de jeunesse. Ça se fait assez souvent. C'est quelque chose d'assez répandu de faire du volontariat. Alors, dans les auberges ou dans d'autres endroits, dans des restaurants, chez des personnes aussi. Ça permet d'être logé, parfois nourri, en échange de quelques heures de travail par jour et de service. Et c'était quoi comme type de travail ou de service? Donc là, moi, je travaillais dans une auberge de jeunesse et je faisais principalement de l'accueil, ce qu'on appelle les check-in, les check-out, donc les enregistrements, les départs. Et puis, s'assurer tout simplement que les invités se sentent bien dans l'auberge, que ça se passe bien, essayer de mettre une bonne ambiance et un petit peu d'animation. Tu disais tout à l'heure que tu ne parlais pas suffisamment bien espagnol pour travailler en tant qu'infirmière. Et là, du coup, quelle langue pratiquais-tu? L'anglais, certainement, pour accueillir dans les auberges de jeunesse? Comment ça se passait, du coup? Oui, dans l'auberge, on parlait anglais. C'était assez rare de recevoir des invités qui ne parlaient que espagnol. Alors, ça arrivait, je me débrouille. Mon espagnol est passable, on va dire. Mais sinon, entre voyageurs, on parle tous anglais, forcément à des niveaux différents. Mais globalement, les gens parlent plutôt très bien anglais. D'accord, donc ça t'a permis de progresser sûrement en anglais aussi. Oui, un petit peu, je parlais déjà plutôt très bien, mais c'est on peut toujours s'améliorer. Alors, nous avions parlé avec toi de mettre une musique comme on aime bien faire avec Sophie en milieu d'émission. Tu nous as parlé de Gaël Faye, j'espère que je prononce bien. C'est Faye. Faye. Désolée pour Monsieur Gaël Faye. Et cette chanson s'appelle Tôt le matin. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, qu'on sache pourquoi tu as choisi cette chanson? Tout à fait. C'est une chanson qui me parle énormément en termes de paroles, bien sûr. Je trouve qu'elle parle justement de cette liberté, de ce besoin d'émancipation, de se réveiller et de prendre sa vie en main. Et il y a un couplet qui est particulièrement émotionnel, je trouve. Et vous allez l'entendre où il nous dit tout simplement qu'il faut vivre et
et prendre sa vie à bras-le-corps plutôt que la vie nous prenne. Donc, décider de sa vie. Nous écoutons Gaëlle Faye, Tôt le matin. Respire les effluves, les parfums d'Orient. Sous les cuves, les fumées d'encens. Brûle tes poumons dans les torpeurs enivrantes. Hume les fleurs, leur senteur navrante. Laisse loin la rumeur des villes. Si ta vie est tracée, dévie. Prends des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux. Enfile des semelles de vent, deviens voleur de feu. Défie Dieu comme un fou, refais surface, loin des fous. La fine force et faiblesse, fais de ta vie un poème. Sois ouragan entre rebelles, Rougan, empereur de brigands, Maquindal, bois caïman. Écris des récits ou te cogner à des récifs. Une feuille blanche et encore vierge pour accueillir tes hérésies. Lis entre les vies, écris la vie entre les lignes. Fuis l'ennui des villes livides si ton cœur lui aussi s'abîme. Un jour je me bats, hasta la vista. Je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là. Attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà. Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps. Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras. Traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats. M'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça. Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat. Affûter ma lame, me replonger en moi. Un fantôme se pavane dans son anonymat. Rêve d'un pays de cocagne où l'on m'attendrait là-bas. Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux. Des regards transparents qui me noient à petit feu. La zone est de mépris, la vague est d'indifférence. La foule est un zombie et je vogue à contresens. Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme. Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté. En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes. Se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut. Reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu. Briser les chaînes, fissurer la dalle. Inventer la lune que tout cela voit. Devenir vent de nuit, pousser la voile. Et s'enfuir vers des rives là-bas. Rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur Jade FM dans La vie rêvée des femmes, animée par Sophie et Véro, en présence de Sophie, notre invitée, qui nous parle de sa vie de voyageuse. Sophie, tu nous disais tout à l'heure que tu passais de longues périodes dans les dom-toms à exercer ton métier d'infirmière, ce qui te permet d'économiser, de prendre de longues périodes de vacances à l'étranger par la suite. Donc, tu nous as un petit peu listé les pays où tu es allé. Donc, entre autres, tu nous as parlé de la Nouvelle-Calédonie, etc., Réunion, Costa Rica, et puis Mayotte, Madagascar. Mais est-ce que tu es allé un peu plus loin que ces pays, même si ce n'est pas tout près par exemple, plutôt dans l'hémisphère sud, est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner
Du coup, je l'ai déjà nommé tout à l'heure, je suis partie en Nouvelle-Zélande et en Australie Alors, l'année d'accord, dernière. autant pour moi. C'est vrai que j'ai un petit peu zappé. C'est-à-dire que ça serait bien peut-être de développer un tout petit peu plus sur un peu la différence par rapport aux cultures, etc. Qu'est-ce qui t'a marqué entre l'Amérique latine, l'Amérique centrale, par rapport justement à l'accueil que tu as pu recevoir dans ces pays en Australie. Déjà, la langue est différente, donc je suppose que là-bas, tu parlais l'anglais plutôt, hein, Tout à forcément. fait. Donc, par exemple, comment tu t'es logé en Australie, en Nouvelle-Zélande? Comment tu t'es déplacé? Alors, en Australie, j'ai fait peu de points différents. J'étais en auberge de jeunesse. En Nouvelle-Zélande, j'ai loué un van seul. Et je me suis baladée sur l'île du Sud. J'ai essayé de faire le plus de choses. Je peux pas dire que j'ai tout fait, évidemment, on fait jamais tout. Mais j'ai fait une bonne partie de l'île du Sud, donc en me baladant dans mon van et en logeant dans des campings gratuits, en fait, qui sont simplement des zones réservées pour les vannes et les camping-cars, souvent dans les parcs naturels. D'accord. C'est courageux de partir comme ça en van toute seule dans un pays aussi immense. Et tu avais déjà voyagé en famille précédemment En famille, oui. On était partis en famille en Thaïlande, seul également, pas très loin, en Angleterre, avec des amis, où j'ai été plusieurs fois en Espagne avec ma famille, j'ai été en Italie avec des amis, en Écosse, aux Pays-Bas également. C'est le voyage, ça a toujours été quelque chose de présent, même si c'était plus sur un côté vacances. Donc une grande voyageuse, nous avons à l'antenne aujourd'hui. Et une fois que tu es en voyage, qu'est-ce que tu fais sur place? Tu découvres, tu marches, quelles sont tes activités principales? Alors, en voyage pur, je randonne énormément. J'essaye en tout cas, si le lieu s'y prête. Après, ça peut être de la découverte de villes. Je vais effectivement énormément marcher. Euh, je vais être plutôt attirée par les paysages et par les lieux, certains lieux emblématiques. Je pense aux capitales, par exemple, où les visites de musées vont moins m'intéresser qu'aller me balader dans les petites rues anciennes. Et j'imagine que tu aimes faire des découvertes d'endroits, de lieux que d'autres n'ont pas vus, peut-être, qui sont moins emblématiques. Oui, alors je pense que on suit tous en voyage, que ce soit en vacances ou en voyage sac à dos, on suit tous un petit peu un itinéraire de tourisme qui est déjà tout tracé parce que c'est facile, mais j'aime bien me perdre en fait. Et souvent dans les villes, j'aime me perdre tout simplement. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des petites ruelles. Avec des fleurs au balcon et des endroits qu'on serait incapable de retrouver si on ne mettait pas un point sur la carte. Et parle-nous un peu aussi de ta vie dans les dom-toms. Déjà, quels endroits des dom-toms, quels départements ou territoires d'outre-mer as-tu parcouru? Qu'est-ce que tu y as fait? Et puis, voilà, comment était ta vie là-bas? Comment était ma vie là-bas? Donc, comme je le disais, j'ai commencé par la Nouvelle-Calédonie où j'ai vécu une première fois 2 ans et demi. J'ai travaillé pendant ces 2 ans et demi en tant qu'infirmière à différents endroits parce que j'aime aussi découvrir de nouvelles choses dans mon métier, pas que géographiquement. Je suis ensuite partie en Guyane. Je suis passée par la Polynésie française où je n'ai pas eu le temps de travailler, malheureusement. J'ai dû repartir en métropole. Et puis, je suis partie à La Réunion. Je suis repartie en Nouvelle-Calédonie, puis à nouveau La Réunion. Donc, 2 fois sur chacune de ces 2 îles. Et dans ces dom-toms, tu loges comment? Tu loges où? En coloc, généralement. Coloc ou appartement. Finalement, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est comme la vie en France métropolitaine, mais sous le soleil. Il faut une voiture, il faut un travail, il faut une maison. Ça se passe de la même manière.
Tu t'es bien adapté au climat, à la nourriture, etc., j'imagine, ou ça a été une grande découverte? Non, des choses qui t'ont marqué particulièrement à ce niveau-là? Le climat, il fait chaud. Après, effectivement, on s'habitue à la météo. Je pense qu'au niveau de l'alimentation, ça a été un petit peu plus difficile pour moi au début en Nouvelle-Calédonie, puisque je suis végétarienne depuis maintenant 10 ans. D'accord. Et il a fallu que j'adapte mon alimentation à la culture culinaire du pays qui n'était pas forcément végétarienne, assez portée sur le poisson, puisqu'ils le pêchent de façon extrêmement raisonnable. Donc, j'ai dû adapter aussi mon régime à ces différentes cultures. Mais ça permet de découvrir des mets assez extraordinaires. J'imagine, on imagine. Et tout ce qui est, sans parler de choses néfastes, tout ce qui est passé à travers les cyclones, les tsunamis, etc. Il n'y a pas eu de difficultés particulières au niveau des intempéries pendant tes séjours, parce que c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses dans le monde, hein, ça bouge. Alors oui, j'ai vécu des cyclones en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu la chance de vivre des cyclones qui n'étaient pas très graves, qui ont entraîné des dégâts matériels sur la côte, au niveau des bateaux, dans les ports, etc. Mais moi, personnellement, j'ai vécu ça comme une grosse tempête qu'on peut avoir sur notre côte de Loire-Atlantique au mois de novembre. Ah ça, on n'a pas été épargné, c'est sûr. Et donc, écoute, c'était quand même des difficultés entre guillemets, mais tu as fait face. Et du coup, c'est très enrichissant de découvrir tous ces pays, ces cultures pour une jeune femme qui voyage seule. Est-ce que tu te sens parfois, comme on dit en anglais, homesick, c'est-à-dire n'as-tu pas le mal du pays? Alors oui, parfois, ça arrive. Mais je pense que je suis tellement nourrie par ces différentes cultures que je découvre à chaque fois que ça fait vite passer le mal du pays. Mais évidemment, j'apprécie de rentrer quand même de temps en temps, on va dire une petite moyenne de tous les 2 ou 3 ans en France métropolitaine. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que parfois tu rentrais et où tu loges quand tu rentres en France métropolitaine? Alors, j'ai la chance de pouvoir loger chez mes parents la plupart du temps, qui m'accueillent. Ça m'arrive évidemment aussi de loger chez des amis, mais principalement chez mes parents. Et tu as, j'imagine, toutes tes affaires chez tes parents, du coup, tes meubles, etc. Où est-ce que c'est stocké tout ça? Je pense pas qu'on puisse dire que j'ai toutes mes affaires, puisque j'ai très peu d'affaires. Finalement, à déménager et à bouger d'un dom-tom à un autre, on se débarrasse de beaucoup de choses. J'ai peu d'attachement matériel. J'ai quelques affaires chez mes parents. Je pense que si on met tout au même endroit, ça rentre dans un placard. Et c'est pas trop difficile, à presque 30 ans, de rentrer chez tes parents? Tu rentres combien de temps à chaque fois? Alors si, évidemment, c'est difficile pour eux, puisqu'ils n'ont plus l'habitude de vivre avec leurs enfants. C'est difficile pour moi, qui ai ma vie d'adulte depuis maintenant pas mal d'années. Mais c'est une adaptation de la cohabitation qui doit se faire, tout simplement. Oui, il faut se caler un peu, discuter et puis et voir comment on s'organise à ce moment-là. C'est ça, c'est presque de la colocation finalement. Mais si chacun est d'accord pour cohabiter et pour être en colocation, ça peut fonctionner. Donc, tu es quand même contente de rentrer, mais j'imagine que c'est dur également de partir, hein, quand tu quittes des gens que tu as pu rencontrer à l'étranger ou dans les dom-toms. Donc, toutes ces rencontres, du coup, c'est difficile pour toi à chaque fois que tu pars, ou tu es contente en te disant je vais rentrer en France, revoir mes proches. Est-ce que du coup, c'est dur de partir quand tu quittes ces endroits? Oui, c'est toujours un déchirement. C'est extrêmement difficile de quitter tout ce que j'ai reconstruit pendant plusieurs mois, plusieurs années, et de lâcher à nouveau tout ça, de savoir que je vais repartir depuis zéro, à nouveau.
de quitter les cercles amicaux, sociaux, qu'il faut reconstruire à chaque fois, hein, bien sûr. Donc, évidemment, ça me fait toujours plaisir énormément. C'est un choix pour moi de partir à d'autres endroits. Mais le revers de la médaille, c'est que ça a forcément... c'est son lot de tristesse et de au revoir. Et tu gardes contact? Il y a des gens que tu as revus, soit en France, soit lorsque tu es reparti Alors oui, j'essaye le plus possible. Il y a des personnes effectivement que je revois très régulièrement, que j'ai rencontrées il y a plusieurs années en Guyane et on a prévu de se voir là prochainement. Il y a des personnes aussi que je revois dans les dom-toms où on fait un petit peu les mêmes parcours. Parfois, on se recroise, on se requitte, on se recroise à d'autres endroits. C'est génial, ça encourage, ça donne envie de repartir, je suppose, après. Bien sûr, toujours. Donc, si tes amis, ta famille ne te manquent pas trop pendant que tu vas tous ces mois dans ces endroits fabuleux, c'est grâce au lien que tu tisses avec toutes ces personnes. Est-ce que du coup, Véro, on peut lui demander si ces voyages sont motivés par un besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie, parce que ce n'est plus un fantasme, puisque ce sont des choses que tu réalises. Est-ce que ces voyages sont motivés par un besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie? Alors, je dirais oui dans un sens et en même temps non. Parce que ma liberté, je peux l'avoir partout finalement. On peut se sentir libre, peu importe l'endroit où on décide d'habiter. L'autonomie, c'est pareil, évidemment. Je pense que le fait de voyager seul, ça apporte de la liberté, ça c'est évident. Pour moi, ce qui me motive, vraiment mon moteur, et c'est tout à fait personnel, c'est la curiosité et l'envie de découverte. Et ça, elle est tellement forte chez moi. Et tu disais, le fait de voyager seul me donne une certaine liberté, mais est-ce que ça n'apporte pas aussi un peu d'angoisse? Est-ce que ça arrive que le fait d'être seul, tu te sois senti en insécurité, tu aies l'impression de prendre un risque, ou pas du tout, tu es sûr de toi et tu ne t'es jamais senti en insécurité? Alors oui, bien sûr, ça m'arrive de me sentir en insécurité. Malheureusement, l'insécurité est présente partout, à certains endroits plus que d'autres. Je pense que le fait de voyager seule en tant que femme, on ne peut pas se permettre de tout faire. Il y a des choses où il faut faire peut-être un petit peu plus attention. En Amérique centrale particulièrement, la culture est différente de la culture qu'on peut connaître en Europe. On a beaucoup de ce qu'on appelle, ce qui se dit en anglais le catcall. Donc le fait d'être alpagué dans la rue, pour nous, c'est, on va dire, dans la culture européenne majoritairement, c'est devenu plus rare et moins accepté en fonction de la façon dont c'est fait, forcément. En Amérique centrale, c'est plus difficile pour moi de me défendre par rapport à ce genre de comportement, parce que c'est tellement ancré dans la culture que... petite Française que je suis, je ne peux pas tout révolutionner. Et est-ce que tu mets en place certaines choses pour justement te sentir plus en sécurité dans certains pays qui sont réputés, je pense au Mexique où tu es allé, qui sont réputés pour avoir certaines zones insécures. Est-ce que tu mets certaines choses en place? Non, pas particulièrement. Je fais juste attention, en fait, à des choses toutes bêtes. Pas sortir le soir de nuit toute seule, traverser une grande ville entière à pied. Ça, c'est des choses qu'il faut plutôt éviter. Et malheureusement, de nos jours, en France, il faut aussi l'éviter. Oui, tu ferais pareil en France. Oui, oui, finalement, les risques, ils sont présents partout. S'il arrive quelque chose, c'est quand même un coup de pas de chance. Évidemment, les zones où on sait que le danger est réellement présent, on va les éviter. Après, globalement, c'est juste
du bon sens finalement. Enfin, j'ai un exemple assez concret. J'ai pris beaucoup le métro à Mexico City. Et pour moi, c'est juste un métro. Et c'était sauvage, il y avait du monde, mais je me suis jamais sentie en insécurité à aucun moment. Et j'ai rencontré plusieurs fois des Mexicaines qui m'ont dit « Mais c'est pas possible, t'as pris le métro toute seule à Mexico City en tant que touriste. » Je leur ai dit « Mais allez prendre le métro à Paris. » Alors ça, effectivement, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, parce qu'à Paris, il y a des pickpockets partout, il y a des agressions. Quand on voit qu'il y a des petites jeunes filles qu'on retrouve dans un parc, c'était le cas il n'y a pas si longtemps, dans un parc parisien où une jeune fille a été violée, a été retrouvée tuée. Donc, je crois qu'effectivement, il n'y a pas de critères. L'insécurité partout. Après, c'est vrai qu'il faut éviter les signes ostentatoires de richesse, de ne pas mettre sous le nez, de ne pas avoir le portable à la main, des bijoux peut-être, des choses comme ça, de façon à ne pas attirer non plus l'attention. Et tu parlais du catcall, donc effectivement, c'est quand on se fait interpeller. Donc là, c'est une forme de discrimination très sexiste. Donc je suppose que mieux ne vaut pas marquer d'opposition et rester indifférente, parce qu'effectivement, dans un cas où tu cherches à répondre, il vaut mieux pas. C'est ça. Et je dirais que ça dépend effectivement des conditions. En France, je me défendrais. Voilà. J'irais peut-être pas au conflit, mais en tout cas au contact, c'est évident. Là, en Amérique centrale, ne sachant pas comment les hommes, puisque c'est très majoritairement des hommes qui vont faire des remarques, des sifflements, des appels dans la rue, etc. Ne sachant pas comment ils peuvent réagir, ayant en plus la barrière de la langue qui est quand même présente, et sachant très bien que la culture est différente, je ne vais pas prendre de risques et m'alarmer, faire un esclandre. Et le passage des frontières, comment ça se passe? Seul, pas de souci? Alors, je n'ai passé aucune frontière seule. Je les ai toujours passés en bus, puisqu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des shuttles, donc qui sont des minivans, en fait, tout simplement, affrétés par des compagnies pour nous emmener d'un point A à un point B et pour passer les frontières. Ça se fait très bien, sans difficulté. Et j'ai une petite question qui me vient. Est-ce que quand tu es loin de la France, est-ce que ta famille ou tes amis te manquent? Alors oui, bien sûr. Mais je pense que quand on commence à voyager dans beaucoup d'endroits différents, à rencontrer énormément de personnes qui voyagent aussi beaucoup, hein, forcément, on est entre voyageurs, on va forcément avoir ce côté de manque de la famille et des amis. On le connaît, on le sait. Et puis, on fait avec, tout simplement. Et tu te recrées un peu une famille, en fait, du coup? Dans les endroits où j'ai habité pendant quelques temps, oui. C'est assez commun de se retrouver entre ce qu'on appelle expatriés. Et on connaît tous ce sentiment, effectivement, d'être loin de la famille, de pas avoir ses amis d'enfance de longue date avec soi, d'avoir besoin de recréer un lien social quand on arrive, particulièrement. Et forcément, les liens qu'on crée sont beaucoup plus forts. On monte cette espèce de petite famille amicale très vite pour qui se fait assez naturellement finalement. Et qui vous permet de vous entraider beaucoup? Bien sûr, énormément. On est tous très présents les uns pour les autres. Et je prends l'exemple pas sur le plan de l'entraide, mais quand je parle de recréer un cercle familial, ça fait maintenant 7 ans, et ma famille m'en veut, que j'ai loupé les fêtes de Noël. Et là, dernièrement, j'ai passé Noël au Mexique, en auberge de jeunesse, avec d'autres jeunes voyageurs qui passaient Noël en auberge de jeunesse, et on avait vraiment une ambiance extraordinaire.
C'est vrai que ça doit être un peu dur pour les parents, la famille, mais à partir du moment où on voit les enfants heureux, je pense qu'on se console de cette manière. Donc tu disais effectivement que tu arrivais à fonder, entre guillemets, des familles sur place parce que tu étais bien accueilli, etc. Et toi, est-ce que par la suite, tu as un projet de fonder une famille? Comment te projettes-tu dans l'avenir, dans quelques années? Alors, fonder une famille, si ce que tu entends par là, c'est avoir des enfants, pas forcément, Oui, voire c'était non. plus cette idée-là, oui. Oui, peut-être avoir des enfants. Non, pour le moment, j'ai aucun désir d'enfant. Je me laisse la possibilité, évidemment, de changer d'avis. Parce que chacun peut changer d'avis. Tout à fait. Puis ce n'est pas une obligation du tout. Chacun est libre. C'est tout à fait possible. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Exactement. Pour moi, c'est une possibilité de vie que ma génération découvre et qui est beaucoup plus acceptée qu'il l'était moi il y a quelques années. Forcément, j'ai encore des remarques par des personnes qui n'ont pas mon âge en général, qui ont un petit peu de mal à comprendre ce non-désir d'enfant. Mais c'est devenu beaucoup plus commun et beaucoup plus accepté. Et puis, donc au-delà de ne pas vouloir d'enfant, où est-ce que je me vois? C'est une bonne question. Je sais qu'un jour, j'aurai l'envie, le besoin de m'ancrer quelque part, puisque finalement, je ne me vois pas aujourd'hui m'ancrer en France métropolitaine, mais ailleurs non plus. Et je pense que d'ici quelques années, probablement d'ici une dizaine d'années, j'aurais envie de vraiment poser mes affaires et de me dire, c'est bon, ça y est, c'est ici que je vais rester. Et peut-être que ça viendra dans 2 ans, et peut-être que ça viendra dans 15 ans. Qui Et sait? qui sait, peut-être que tu mettras sur le papier, enfin, si on peut dire, le récit de tes aventures Peut-être. et la transmission de ce goût de découvrir le monde. Et dans ta vie de femme de presque 30 ans, est-ce que tu rencontres des vraies difficultés à être une femme, en tant que femme donc? Et est-ce que tu es confrontée à la discrimination homme-femme? Alors, des difficultés à être une femme, non. Je me sens très bien dans ce que je suis. Mais des discriminations, bien sûr, alors elles sont présentes. Elles sont présentes partout. Comme je disais, je pense qu'il y a certains endroits où le sexisme est un peu plus ancré dans la culture et il y a encore du travail à faire. Je pense qu'en France, on avance tranquillement. Il y a encore beaucoup de travail, mais on revient de loin. Mais forcément, on est toutes confrontées aux discriminations et les femmes sont confrontées au sexisme dans la vie de tous les jours, dans le travail, c'est évident. Et dans le milieu médical particulièrement? Alors particulièrement, je ne saurais dire. C'est effectivement présent dans le milieu médical. On a encore malheureusement ce vieux cliché de la petite infirmière et de son chef médecin. Donc les médecins, évidemment, sont toujours représentés comme étant des hommes, les infirmières toujours comme étant des femmes, alors que les tendances s'inversent chez les médecins. On a plus de femmes médecins formées et diplômées de nos jours. Il y a des infirmiers hommes aussi, ne les oublions pas. Donc, effectivement. Donc, par rapport au fait que tu voyages, qu'aimerais-tu délivrer comme message aux femmes jeunes ou moins jeunes qui voudraient voyager seules? Mais déjà, j'aimerais dire, allez-y. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Et puis, n'ayez pas peur, mais il faut penser aussi au fait que on a tendance à fantasmer énormément le voyage. Surtout grâce au réseau, on nous montre beaucoup de comptes de personnes qui sont en van, qui voyagent dans leur caravane, qui voyagent en backpack. Et on oublie souvent de nous dire qu'il y a des revers à cette médaille, qu'il y a forcément des petits aspects négatifs. Ils existent, on en a parlé, l'éloignement avec la famille, avec les proches,
Le fait de devoir déménager, reconstruire une vie, à chaque fois, c'est épuisant de repartir de zéro. Ça veut dire un petit peu d'administratif à faire et puis retrouver une maison, retrouver un travail, retrouver un moyen de transport. On recommence tout à zéro à chaque fois. C'est une habitude qui se promet. La première est difficile. Donc il faut beaucoup de force. Et justement, Véro, apparemment, il y a des ouvrages qui peuvent... Oui, alors je voudrais juste revenir sur une petite chose avant qu'on parle des ouvrages. C'est que nous avons rencontré pour notre première émission, si vous vous souvenez, une jeune femme de 18 ans, Swan, qui nous disait vouloir être indépendante et voyager. Elle nous a d'ailleurs parlé de prendre un van et de partir en van. Alors j'espère que Swan, tu nous écoutes et tu écouteras cette émission. On a eu un peu la sensation en préparant cette émission avec toi, et Sophie et moi, que tu étais un peu Swan 10 ans après, un peu plus de 10 ans après. Et que effectivement, elle fantasme cette vie de voyage. C'est vraiment ce qu'elle a envie de faire, de voyager. Et puis, elle nous a aussi beaucoup parlé du fait de prendre sa vie en main, que c'était son objectif de vie, en fait. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de ça tout à l'heure, de prendre sa vie en main et non pas de subir sa vie. Donc, est-ce que tu as cette sensation-là, toi, Sophie, de prendre ta vie en main? Oui, bien sûr. Évidemment, je pense que c'est le fait de voyager, de bouger et de s'écouter finalement, d'embrasser son envie de liberté et de découverte. C'est vraiment être acteur de sa vie. On est le personnage principal du film de sa vie et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Il faut prendre ce rôle, quoi, se mettre dans ce rôle-là. Sans donner la possibilité. Exactement. Est-ce que c'est plus facile à 29 ans que justement à 18-20 ans peut-être, mais c'est un peu dans le tempérament de chacun, de chacune. Je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il y a des difficultés et des facilités liées à chaque âge. À 30 ans, c'est plus difficile de dire je claque tout et je m'en vais à l'autre bout du monde, puisque c'est pas forcément ce qu'on attend de soi, enfin, ce que les autres attendent de soi, qu'on a parfois pour certaines personnes. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de crédit, par exemple, de ne pas avoir de biens immobiliers que j'ai acheté à rembourser. Il y en a qui ont cet attachement-là auquel il faut penser. À 18 ans, on a cette liberté aussi. Et puis, en revanche, on a moins d'expérience. Donc, on est parfois moins préparé à certaines situations qui peuvent être vécues beaucoup plus difficilement. Après, on a moins d'expérience, mais effectivement, financièrement, ce n'est pas toujours facile. Donc, et puis, il faut surtout que les parents acceptent, parce qu'il y a quelquefois des parents réfractaires, et puis la majorité ne veut rien dire. On peut très bien avoir des parents qui empêchent de vouloir partir comme ça. Pour les ouvrages, c'est vrai que j'ai lu, moi, ce livre, que j'ai beaucoup aimé, que beaucoup de gens ont lu, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, où sur la couverture, je ne sais pas si vous voyez les deux Sophie, sur la couverture, on voit un van, justement. Et je sais parce que je l'ai offert à mon fils. Voilà. À peu près le même âge que Sophie. Et c'est un livre qui a été écrit donc, par Melissa d'Acosta aux éditions Albin Michel. Et c'est l'histoire, en fait, d'un voyage. Voilà, un voyage qui n'était pas complètement prévu au départ. Et puis, un jeune homme met une annonce, une jeune femme y répond et elle monte dans le van. Ils ne se connaissent pas du tout, ils vont apprendre à se découvrir. Alors, ils vont voyager en France. Donc, c'est moins exotique que ce que tu as fait, Sophie, mais c'est vrai que c'est un très beau livre. Et il y a eu un film, alors c'est aussi disponible en livre de poche chez Calman Levy. Et il y a eu un film, un téléfilm que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui s'appelle aussi Tout le bleu du ciel, avec les excellents acteurs Camille Lou et Hugo Becker. Et puis il y a un autre livre que moi, personnellement, je n'ai pas lu, mais j'ai fait quelques recherches quand je savais qu'on allait te recevoir, Sophie. J'ai cherché s'il existait des livres de voyage qui racontaient des voyages. Et je suis tombée sur ce livre qui s'appelle Kilomètre Zéro, le chemin du bonheur, de Maude Ankoua, aux éditions Erol, et qui parle du voyage d'une femme, un voyage seul,
d'une femme dans l'Annapurna. J'espère que je te donnerai envie de le lire. Alors qu'elle travaillait dans une start-up et elle laisse tout tomber pour partir en voyage. Je crois d'ailleurs qu'il y a plusieurs livres, il y en a d'autres qui sont sortis après. Voilà, je vous conseille donc ce livre, Kilomètre Zéro, le chemin du bonheur de Maud Ankaoua. Petite parenthèse, je connais un jeune homme qui, après l'avoir lu, est parti 4 mois et demi au Népal, faire un volontariat à l'international. Donc, pour ne pas le nommer. Donc voilà, c'est vrai que ça peut inspirer pas mal de lecteurs, lectrices, des jeunes principalement. Ouais, c'est rigolo ce livre-là. J'ai rencontré plusieurs personnes qui le lisaient pendant mon voyage. Moi, je ne les ai pas lus. C'est vrai que le voyage, je préfère le vivre plutôt que le lire. C'est moins mon domaine de prédilection en termes de lecture, mais j'ai eu de bons retours dessus. Et je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit, que le premier livre parlait de 2 personnes qui voyageaient en France et que c'était moins exotique. On a la chance de vivre dans un pays qui est absolument magnifique, où les paysages sont extraordinaires. On a des endroits sauvages absolument incroyables. Si jamais le voyage vous fait peur, commencez par la France. Bonne idée. Et puis, il faut que tout concorde. Hein. C'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité financière de partir très loin, même si maintenant, avec les low cost, c'est quand même plus accessible. Est-ce que tu nous as parlé de beaucoup de choses, Sophie? C'est vrai que c'était très riche comme entretien. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Alors, il nous faudrait 3 heures de plus. Non, je pense qu'on a déjà abordé beaucoup de sujets. Ben, on t'invitera une autre fois, si tu veux. En tout cas, si on met un point final donc, à cette interview, on voulait vraiment te remercier, Sophie, d'être venue parmi nous pour nous parler de son expérience. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir accueillie. Merci Sophie, et puis merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés pour cette 4e émission de La vie rêvée des femmes sur Jade FM 99.7. Sophie, as-tu quelque chose à rajouter? Eh bien, Sophie, on va prendre congé, donc au revoir, et puis merci encore à toi. Voilà, c'est tout. Donc, Et nous nous retrouverons pour la prochaine émission, comme d'habitude, chaque premier mercredi du mois à 15h. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous deux. Au revoir. Thank you.